Joueurs et joueuses, bonjour, bienvenue pour l'annuel bilan des animés regardés en 2025 avec un petit point lecture à la toute fin de celui-ci. Alors la lecture ça va être rapide et finalement les animés plus ou moins, ça n'a pas été une très grosse année pour moi. Dans la moyenne j'ai envie de dire. J'ai regardé une quinzaine de séries ou ONA. J'ai regardé, enfin ou nous, mais comme c'est moi qui parle je vais dire je. J'ai regardé 4 films. Il y a eu 2 séries commencées et abandonnées, et 4 séries en cours dont je parlerai vite fait à la fin. Pour un total de grosso modo 191 épisodes. Je ne sais pas, c'est une année classique, pas exceptionnelle. Alors par contre on va commencer, je crois que je les ai rangés à peu près... Non, je les ai pas rangés par ordre alphabétique, c'est pas grave. Bon, on va commencer par celui-ci, celui que vous voyez, hein, je vais les mettre comme ça en fond, normalement ça devrait gruger le robot YouTube, on va essayer, avec Dan Dadan. J'avais parlé vite fait de Dan Dadan l'année dernière parce que j'étais en train de le regarder, donc j'ai fini de regarder la première saison en début d'année, et j'ai commencé et terminé la deuxième saison au courant de l'année, et c'est incroyable. Bah je crois que grosso modo je commence directement par la série que j'ai préférée cette année. Donc c'est tiré d'un manga, c'est réalisé par le studio Science Salu, hein, le studio par le créateur c'est le studio qui a été fondé par Masaaki Yuasa, que l'on connaît pour, je vais pas dire de bêtises, Kemonozume, Kaiba, Tatami Galaxy, Ping Pong, Space Dandy. J'ai pas vu tout ce qu'il a fait, hein. J'ai vu Kemonozume que j'ai beaucoup aimé, Kaiba que j'avais vraiment beaucoup aimé, Ping Pong qui était pas forcément mon préféré, mais c'est parce que c'est un truc de sport, donc forcément le truc de sport j'aime un peu moins bien. Space Dandy était génial, Devilman Crybaby évidemment, incroyable. Et puis voilà. Et dernièrement, le dernier truc qu'il a fait, c'est Inuho, un film que j'ai acheté cette année, mais que j'ai pas encore regardé, donc je pourrais pas vous en dire plus que ça. Donc voilà, alors il a fondé le studio, hein, je dis pas que Dan Dadan c'est un de ses animés, hein, mais ce sont des créations, je suis très loin d'avoir tout vu du studio, hein, je n'ai même pas vu grand chose, hein, mais on sent que c'est un studio qui est fait pour faire des choses absolument magnifiques. On sent qu'il y a du budget dans les scènes d'animation de Dan Dadan, donc c'est incroyable. Et c'est rigolo parce que c'est un petit côté SF, hein, fantastique, avec c'est l'histoire d'un gars et d'une fille qui se rencontrent. Le gars est fan de tout ce qui est occulte, hein, les extraterrestres, ce genre de choses. Et elle, sa grand-mère, est une médium, donc elle a hérité de dons, de ce genre de dons. Mais lui ne croit pas à tout ce qui est esprit, et elle ne croit pas à tout ce qui est occulte. Enfin, pas occulte, du coup, c'est pas le bon terme, hein, mais chacun pense que ce que l'autre croit n'existe pas, et puis ils vont se rendre rapidement compte que tout existe. Et lui, il va se faire posséder par l'esprit de Turbo, comment ça s'appelle Turbo Baba un yokai qu'on retrouve notamment dans les Shin Megami Tensei, et puis c'est génial, mais parce que il y a énormément d'action, ça se bastonne, ça va dans tous les sens, mais en même temps, c'est là où c'est très intelligent, parce que c'est c'est une rom-com, puisque les deux vont se rapprocher petit à petit, donc c'est mignon, et c'est super défoulant, c'est génial à regarder. Et alors, autant j'avais beaucoup aimé la première saison, et au début de la deuxième saison, il y a eu un petit moment de flottement au tout début de cette deuxième saison, parce que dans les premiers épisodes, il se passe pas grand chose. Et puis finalement, ça débarque, il y a un nouveau personnage, alors un personnage que l'on avait déjà rencontré dans la première saison, qui va avoir un développement, et je rentre pas dans le détail, hein, mais autant le petit flottement du début a très vite disparu et l'animé est incroyable. Clairement un de mes préférés de cette année. Ensuite, on passe à quoi ? On va passer à Dead Demons Destruction. Alors, techniquement, ça commence par une ONA d'un seul épisode, avant d'enchaîner sur une série d'ONA également, mais une série complète. Et le premier épisode met en place le setting, alors que le reste de la série n'a pas forcément grand chose à voir. Alors, il y a des liens entre les deux, mais on est un petit peu perdu. Il y a un moment de là aussi, il y a un moment de flottement entre quand on passe du tout premier épisode au reste de la série. Mais bon, c'est intéressant, c'est un truc un peu particulier. Ça me rappelle beaucoup. Merde. Deno Coil, ça me rappelle beaucoup Deno Coil.
avec le fait qu'on a un casting composé d'enfants relativement jeunes, à qui va arriver des trucs un peu chelous, dans un univers qui est le nôtre, mais où ça a mal tourné, et dans le cas présent, le ça a mal tourné, en fait, c'est l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre qui s'est posé au-dessus du Japon. Et alors, c'est rigolo parce que le tout premier épisode va expliquer que, en gros, c'est une invasion extraterrestre, mais le reste de la série revient en arrière et on n'en parle pas. Enfin, c'est pas encore connu, en fait. C'est un vaisseau qui est apparu. Il y a des extraterrestres qui vont être débarqués petit à petit. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est le setting, hein, c'est le fond de l'histoire, mais le scénario en lui-même est centré sur alors un groupe de jeunes lycéennes, en particulier 2 d'entre elles, qui sont des personnages un peu spéciaux, un peu dans leur monde. C'est pas juste un slice of life ou je sais pas quoi, c'est pas non plus un truc de SF. C'est très étonnant parce que voilà, il y a cette histoire qui est centrée sur les personnages et ce qui se déroule en fond d'histoire semble ne pas vraiment avoir d'intérêt pour eux. Alors c'est assez spécial, c'est assez lent, c'est centré sur les personnages. C'est difficile à qualifier parce que c'est drôle, mais c'est pas une comédie. Donc c'est pas non plus complètement de la SF. C'est un truc un peu bizarre. Je dirais que c'est... Alors, j'allais dire c'est un seinen. Oui, mais un seinen c'est la catégorie d'âge. Hein, c'est pas le style de l'animé, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas des combats, c'est pas... Enfin, voilà, ça... C'est pas tout public non plus, et j'ai beaucoup de mal à le qualifier. Je pense que, étant donné que j'ai pas encore fini la première saison, j'ai pas une vision globale du truc, donc j'ai du mal à le situer, mais il y a des trucs intéressants et j'ai envie de voir la suite, même si ça a ce rythme très lent qui plaira pas forcément à tout le monde. Mais c'est intriguant. Beaucoup moins intriguant, mais toujours un seinen en fait, c'est la 2e saison de My Dress Up Darling, qui est alors une rom-com, hein, mais donc comme c'est un seinen, ça veut dire que c'est pour un certain public. C'est pas non plus comme si c'était pour adultes, hein, mais c'est bizarre parce que quand on le regarde comme ça fait pas très seinen. Ça pourrait faire tout public, mais c'est pas vraiment le cas. Enfin bon, bref. Donc ça, je vous ai dit, la 2e saison. La première saison, il me semble que c'était l'année dernière, où on est sur comédie romantique hein, entre deux lycéens. Le pitch de base étant que ce sont 2 jeunes qui auraient très bien pu ne jamais se rencontrer, parce que elle est une fan de cosplay et lui. Alors lui, il bosse dans l'entreprise familiale qui crée des petites poupées. Donc effectivement, ils ont quelque part la même passion, hein. Ils aiment coudre, ils aiment créer des choses en relation avec les costumes. Mais pour l'une, c'est très moderne, pour l'autre, c'est très traditionnel, hein, le fameux Japon entre tradition et modernité. Alors la première saison était très sympa, mais par moments un petit peu gênante avec du fanservice. La 2e saison passe outre cet aspect-là, donc je l'ai trouvée plus intéressante, il y a des nouveaux personnages qui se rajoutent. Et comment ça se finit? Je sais plus comment ça se finit. Ça se finit, ouais. Oh bon, comme c'est un truc comédie romantique, hein, ça met beaucoup de temps à avancer et il se passe pas grand chose pendant la 2e saison, mais c'est pas grave parce que ça détaille un petit peu tout ce qui est le monde du cosplay, etc. Donc ça reste intéressant. Puis c'est très joli, le style des illustrations me parle et puis le rythme est sympa. Enfin bon, bref, voilà. Moi j'ai bien aimé cette 2e saison et puis j'espère qu'il y en aura une 3e. Alors celui-là, on me l'avait conseillé plusieurs fois, c'est le Shangri-La Frontier. C'est quoi le nom complet? Shangri-La Frontier Kusogenter Kamige no Idoman Tosu. Je l'appellerai Shangri-La Frontier, ce sera plus rapide. Alors, ça, on me l'avait conseillé plusieurs fois. C'est sur le principe de l'isekai, hein. Même si ici, on n'est pas sur des personnages qui arrivent dans un autre monde, mais on est sur des joueurs de MMORPG, donc notamment un qui est le héros, qui est un grand amateur de Ksoge, donc des jeux de merde, qui pour une fois va se retrouver à jouer un excellent MMORPG, qui est Shangri-La Frontier, qui est le goth des goths, comme ils disent dans l'animé. Il va y jouer avec des amis de longue date, et puis il va découvrir les différents joueurs, les différents ennemis, les différents lieux, etc. etc. Pour le moment, il y a 2 saisons d'une 20aine d'épisodes à chaque fois. Je suis en train de voir la 2e saison, et je suis un peu partagé. Je vais pas dire que je l'aime pas,
mais c'est pas non plus la série que j'ai préférée. Des trucs comme Sword Art Online ont mieux fonctionné sur moi, et pour une raison qui est toute simple, hein, c'est que Shangri-La Frontier, ce sont des personnages qui jouent à un MMORPG, et donc autant dans Sword Art Online il y avait une petite... comment dirais-je, on s'inquiétait pour les personnages, parce que s'ils mouraient dans le jeu, ils mouraient définitivement. Là c'est difficile d'être inquiet pour les héros, parce que s'ils meurent, ils repopent. Alors, ça me pose un petit problème, mais ça m'empêche pas non plus d'apprécier toutes les scènes d'action qui sont quand même relativement joliment faites. Il y a tout un arc avec l'âme d'un robot / guerrier à sauver qui est pas inintéressante, et j'ai été plutôt bien pris là-dedans, mais par contre dès que ça se met à blablater, j'ai plus de mal à rentrer dedans. C'est pas forcément toujours très intéressant, mais il y a des PNJ, des personnages secondaires qui sont sympas. Alors j'ai une petite préférence pour, comment ça s'appelle, Emule, qui est la comic relief, qui est une petite lapine, alors j'allais dire anthropomorphe, pas anthropomorphe, elle peut se changer en lapine anthropomorphe, mais à la base c'est juste une petite lapine avec un joli chapeau de magicien, donc le personnage est mignon, et puis bon voilà, ça reste bon enfant. Petit truc rigolo dans la deuxième saison, hein, qui m'a fait beaucoup marrer, c'est qu'on découvre un personnage qui est une espèce de petite de loli, dont le personnage dans le jeu a une dizaine d'années, avec des cheveux roses, une jupe à froufrou et ce genre de choses, et le personnage est doublé par Yuji Nakata, donc comment il s'appelle, le Kotomine, le prêtre dans Stay Night. Donc on se retrouve un personnage, un doubleur qui a une voix très très grave et qui double une fillette. C'est con, hein, c'est con, mais ça m'a fait marrer, surtout que j'adore le doubleur, donc c'est la double 2. C'est très très con, mais c'est très drôle. Mais voilà, bon, ça se laisse regarder dans l'ensemble, mais c'est pas non plus la meilleure série que j'ai vue, mais je continue quand même pour l'instant. Nous allons passer à ce qui est pour moi, j'allais dire la déception de l'année. Pas tout à fait. La déception de l'année parmi les trucs que j'ai réussi à regarder en entier et que j'ai pas lâché avant la fin. Bien là toi. Rent a Girlfriend, la saison 4. La saison de trop, et c'est même pas la dernière saison. Rent a Girlfriend, c'est un truc que j'avais bien aimé au début, hein, les deux premières saisons ça allait, la troisième ça passait encore. Alors le pitch de base est vraiment très très con, avec l'histoire d'un étudiant, un peu con-con, hein, il est pas méchant, hein, il a un bon fond, mais il est un peu con-con. La série commençait par... il se faisait larguer par sa copine, et puis de dépit, il passait par une agence pour louer une petite copine, comme le dit le titre, et puis il tombait sur... je sais plus, l'héroïne en fait, j'ai perdu son nom, Shizuna, un truc du genre, il tombait sur l'héroïne, et puis il tombait amoureux d'elle surtout, et puis toute la série, c'est... il veut se déclarer, mais il n'arrive pas à se déclarer, alors elle, on sent bien qu'elle a des sentiments pour lui, mais comme elle bosse dans une agence de location de petite amie, et elle peut pas, elle a pas le droit, hein, c'est contractuel, et puis à côté de ça, elle veut devenir une star de cinéma, donc elle s'entraîne, elle fait du théâtre, machin, elle passe des castings, puis lui ça reste toujours un loser du début à la fin. Et alors c'est un loser complet, mais il y a une autre fille qui tombe amoureuse de lui, et... Mais alors, lui il est un petit peu con-con, il aime pas celle qui est amoureuse de lui, il préfère continuer à viser celle qui donne pas vraiment d'indications, bla 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 bla. Et si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est animation japonaise et manga, vous connaissez certainement l'histoire, à savoir que cette série ne s'arrêtera certainement jamais, parce que l'auteur, dont j'ai perdu le nom, je vous le marque à l'écran, a un sacré problème, à savoir qu'il est tombé lui-même amoureux de son héroïne. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il peut pour que sa série ne se finisse jamais. Alors, grand bien lui fasse, hein, ce qui fait qu'on se retrouve avec une série qui va durer, et la 4ème saison est symptomatique, hein, on commence à se faire chier. Le héros ne sait pas ce qu'il veut, enfin il sait ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à y aller, donc ça tire en longueur. Il y a la moitié de la saison qui est un peu tous les personnages qui se retrouvent dans un centre balnéaire, et vas-y le fanservice avec les personnages féminins en maillot, etc. Vous allez me dire, hein, pourquoi t'arrêtes pas. C'est con, parce que le début était bien, mais je sens bien que si ça continue, s'il y a une 5ème saison, je pense pas que je regarderai la 5ème saison, parce que là c'est vraiment...
Voilà. Beaucoup plus intéressant, c'est la dernière saison. Alors je sais plus où on en est au niveau 4e, 5e. Donc la dernière saison de Demon Slayer, Ashila Training Arc, l'arc du village, du truc d'entraînement, qui est pas forcément la meilleure saison, mais on sent que c'est une saison transitoire entre ce qui s'est passé avant et le gros climax final qui va se dérouler durant les 3 films. Je crois que pour l'instant il n'y a que le premier des 3 films qui a été diffusé, un truc du genre. Et alors cette saison-là est pas ma préférée parce que dans l'absolu, il se passe beaucoup moins de trucs, ça reste rigolo. Le héros évolue, mais il évolue pas autant que dans les saisons précédentes. Il y a beaucoup moins d'épisodes qui sont vraiment, à part la toute fin où il y a le grand méchant qui se pointe et il y a vraiment une scène qui est bien réalisé, mais en même temps c'est du Ufotable, donc j'adore tout ce que fait Ufotable. C'est toujours, techniquement c'est toujours incroyable. Alors évidemment, dans le cas présent, dans le cas de cette saison, c'est un peu moins incroyable, parce que le scénario ne s'y prête pas. C'est vraiment un truc transitoire, c'est un peu dommage, mais ça reste intéressant. Et je suis très frustré parce que, alors d'une part, je crois pas que le film soit passé chez moi, puis de toute façon, s'il passait par ici, il serait forcément en français. J'ai pas envie de voir les 3 films en version française. Le premier film, le truc du train, avait été diffusé sur Crunchyroll en version... il avait été diffusé sur Crunchyroll. J'espère que les 3 films débarqueront sur Crunchyroll une fois qu'ils seront tous disponibles. Sinon, on craquera pour le DVD, pour le Blu-ray même d'ailleurs. Du coup, pas plus de choses à dire que ça, hein. On va rester dans les personnages qui se mettent des grands coups de katana, qui d'ailleurs se déroulent, doit certainement se dérouler plus ou moins à la même époque que le Demon Slayer, Japon féodal, ce genre de choses. C'est le Rurouni Kenshin, la 2e saison de Kenshin, donc c'est le Kyoto Disturbance. Je sais plus quel est le nom français, mais alors c'est marrant parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu le manga de Kenshin. Et j'étais persuadé que le 2e arc était en fait le 3e arc, alors que pas du tout. Le 2e arc et le 2e arc, vous me direz, c'est logique. Le 2e arc, c'est celui avec, comment il s'appelle, Makoto Shishio ? Oui, c'est ça, Makoto Shishio. Donc où Kenshin va devoir aller affronter son successeur, qui a décidé de mettre le Japon à feu et à sang. Donc je parlais de Kenshin avant de me faire couper par la batterie, non pas par la batterie, par l'appareil en chauffe. Devrais mettre un ventilateur sur l'appareil pour être sûr que ça m'arrive pas. Je disais donc Kenshin à Kyoto qui va battre son successeur, pardon. Et alors pour l'instant on n'a que la première moitié de la saison, c'est le démarrage, alors que ça finit quand même par l'attaque sur le bateau, c'est quand même plutôt cool. Alors Kenshin c'est un peu compliqué maintenant, oula. Kenshin c'est un peu compliqué avec les frasques de l'auteur, mais bon, faut dissocier l'homme de l'œuvre, c'est ce qu'on dit, mais bon. Après ça reste une bonne série, c'est ça qui est gênant, parce que... Est-ce qu'il faut se priver à cause de ce qu'a fait son créateur? Je ne sais pas, c'est gênant, enfin... Et puis ça reste une jolie remise au goût du jour de l'animé, alors de la série même devrais-je dire, et c'est marrant parce que, alors d'une manière générale, j'ai un peu de mal avec tous les remakes. Alors c'est pas qu'ils soient pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un peu comme les jeux vidéo, c'est la même problématique, à savoir que ouais ok c'est cool, ils refont Ranma, ils refont Lamu, j'ai quand même bien envie de voir Lamu, ils refont le collège Foufoufou, etc. mais j'ai déjà tellement d'animés des années 2020 à regarder que j'ai pas le temps de revoir les vieux trucs. Kenshin ça passe encore parce que j'avais lu le manga mais j'avais pas regardé l'animé alors que je l'ai coffret DVD, donc bon c'est pas grave, je peux me permettre, mais c'est vrai que j'ai ce petit problème avec tous ces remakes de vieux animés. Vous me direz vous, si ça vous gêne, si vous regardez tout, je suis curieux. Et après pour le reste, ma foi, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur ce Kenshin saison 2. On attend la suite, alors peut-être 2026, j'ai pas suivi, j'ai plus le temps de suivre comme avant pour les sorties d'animés. Mais bon, forcément, on espère que ça verra le jour.
Zenshuu. Alors Zenshuu, c'est plutôt une bonne surprise, c'est un animé du studio MAPPA. J'ai découvert récemment que le studio MAPPA était un studio créé par des anciens de chez Madhouse, qui était lui-même un studio créé par des anciens de chez Tezuka Prod, machin truc. Et alors, le studio MAPPA, hein, qui fait pas mal de trucs dernièrement, hein, c'est Jujutsu Kaisen, c'est eux, et puis donc voilà, beaucoup de trucs de commandes ou alors des adaptations. Par contre, celui-ci, le Zenshuu, il me semble que c'est un truc, c'est une idée originale. C'est pas fréquent de nos jours, ça se trouve, je dis une connerie. Et c'est aussi un isekai qui commence par la mort de l'héroïne. Alors, c'est souvent, vous me direz, les isekai, c'est souvent la mort de l'héroïne. Ici, c'est une animatrice de génie qui va s'étouffer. Alors, on sait pas, étouffer, empoisonner avec de la nourriture, et puis elle arrive dans le monde. Pour le coup, le monde dans lequel elle se retrouve est un monde qu'elle connaissait déjà, puisque elle est plongée dans le film d'animation qui lui a donné envie d'être animatrice. Et évidemment, vu que le film, elle le connaît, elle sait déjà ce qui va se passer, donc elle va avoir du mal à ne pas mettre son grain de sel, hein, puisque c'est d'ailleurs un film relativement triste, avec la plupart des héros qui meurent, donc elle peut pas s'empêcher, ma foi, de les sauver, et généralement, hein, quand quelqu'un doit mourir. Donc je raconterai pas plus le scénario que ça. Il y a quelques jolies idées visuelles assez intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a dans la plupart des épisodes un combat à la fin de chaque épisode, et elle va utiliser ses pouvoirs d'illustratrice, d'animatrice, pour créer une arme qui va permettre au héros de se sortir d'une situation. Et les armes en question étant bien souvent des références à des vieux animés. Il y a du Gundam, il y a du Mask Tiger, il y a un vieux truc de baseball, vraiment des vieux trucs. C'est pas exactement ça, mais on reconnaît tout de suite de quoi il s'agit. Donc voilà. C'est très bien animé. Alors dans l'ensemble, c'est très bien animé. Les scènes un peu plan-plan, bon, c'est relativement passe-partout, hein, mais dès qu'il y a de l'action, c'est très agréable à regarder. J'ai vu que les critiques étaient entre bonnes et pour certains moyennes, et je comprends pas. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié à regarder d'un bout à l'autre. En plus, c'est une courte série. En même temps, vous me direz maintenant, la plupart des séries sont courtes. Hein. Double dose de Konosuba, alors, parce que l'année dernière je vous avais parlé de Konosuba, la première saison, la deuxième saison qui était en cours. Là je vais vous parler de la fin de la deuxième saison, la troisième saison, et puis le spin-off qui s'appelle Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo, qui est centré sur le personnage j'ai perdu son nom, j'aurais dû réviser avant de faire la vidéo évidemment, ce personnage-là que je vous mets à l'écran. Alors que la série de base s'appelle Konosubarashi Sekai ni Shikufuku wo. Bakuen, Shikufuku, hein, voilà. L'an dernier, quand je vous avais parlé, je vous avais dit que j'avais bien aimé, et c'est toujours le cas. C'est même encore plus le cas que ça. Parce que quand on connaît, quand tous les éléments sont enfin installés, alors je vous mets un peu la charrue avant les bœufs, hein, c'est un isekai dans lequel un héros loser meurt, il débarque dans un autre monde. Alors pour être précis, il débarque entre deux mondes, il tombe sur une déesse qui lui dit tu pourras être réincarné et t'as le droit à un vœu. Et le vœu qu'il fait, c'est je veux que toi, déesse, tu viennes avec moi dans l'autre monde. Et c'est accepté. Et après, il tombe sur d'autres héroïnes. On a alors, putain, je le sais, en plus ça m'énerve, hein, parce que ça va me revenir après ou au moment du montage ou quoi que ce soit. Et donc on a ce personnage-là, dont la petite particularité, c'est d'être une fan de magie d'explosion. Elle est hyper balèze dans sa magie d'explosion, sauf qu'elle ne peut le faire qu'une seule fois par jour, et après elle n'a plus d'énergie. Et on a cet autre personnage-là, qui est un paladin sadomasochiste. Première saison, deuxième saison, ça se met en place, c'est très con, ça fait beaucoup rire. Hein. Il y a pas mal de fanservice, hein, surtout avec le personnage de Sadomaso, voilà. Hein. Et une fois que tout est vraiment bien mis en place, c'est là que le scénario peut se permettre de décoller. Donc la troisième saison, autant j'ai beaucoup aimé les deux premières saisons, mais la troisième saison, j'étais mort de rire, du début à la fin, c'était génial. Et on va passer au spin-off. Alors le spin-off est peut-être un poil moins drôle puisqu'il est centré... ça m'énerve de ne pas savoir sur le Megumin, voilà. Le spin-off est centré sur le personnage de Megumin. Et alors c'est un personnage que j'adore. Alors
il y a des trucs un peu problématiques hein, dans la série de base, à savoir que le héros, qui est quand même censé être un adulte, on se demande des fois s'il se rapproche pas un peu trop de Megumin, qui elle n'est pas une adulte. Bon, mais ça va jamais très loin, hein. C'est plus pour la blague, donc ça retombe très vite. Et donc je disais, c'est Megumin qui se retrouve l'héroïne du spin-off, et alors le personnage est très drôle, hein, elle est dans des situations qui font là aussi marrer, mais étant donné qu'elle est toute seule, certes avec d'autres personnages qui sont des magiciennes, ce genre de choses, mais il n'y a pas les héros habituels de la série, donc toutes les relations entre les personnages ne sont pas présentes, et donc forcément c'est un poil moins drôle, mais ça reste intéressant d'avoir ce spin-off là. On se rêve à avoir un spin-off d'Aqua, qui est le personnage mais le plus débile de la série. Alors débile dans le sens où elle se prend pas pour de la merde, puisque certes elle est une déesse, mais en même temps elle fait des trucs tellement cons. J'adore, c'est une des séries qui m'a le plus fait marrer dernièrement. Et je vous le dis, hein, franchement, alors j'ai été content quand j'ai découvert qu'il y avait le spin-off après avoir fini la 3ème saison, parce que j'étais en manque à la fin de cette série. Surtout qu'il y a un film, ça c'est cool, et le film est sur Crunchyroll encore en plus, alors ça fait, voilà, cool, on prolonge un petit peu, mais voilà, je suis en manque de Konosuba, c'est horrible. On va passer à Fluffy Paradise. Celui-ci c'est compliqué. Oh, celui-ci c'est compliqué. Alors c'est encore une fois un isekai. On l'a regardé avec madame. Et on l'a regardé jusqu'au bout parce que madame aimait bien. Mais j'avoue que celui-ci je l'aurais bien laissé tomber avant la fin. Mais elle comme elle aimait bien, bon, on l'a quand même regardé. Et Fluffy Paradise, donc isekai, ça commence avec une jeune fille qui meurt et qui est contactée par un dieu lambda. Je sais plus si c'est un dieu particulier, dieu tout court ou un dieu, qui lui dit tu aimes les animaux, et ben on va te mettre je vais te mettre sur une autre planète et puis tu vas devoir aider les animaux. En gros, c'est un peu comme Gigi finalement, non pas vraiment. Mais elle se retrouve à être la Benjamine dans une famille aristo qui a un rôle certes assez important dans le pays dans lequel elle débarque. Mais c'est très très con parce qu'elle c'est genre une petite fille de 3 ans avec l'intelligence qu'elle avait précédemment sur Terre, et elle se retrouve à faire des trucs beaucoup trop intelligents pour une fillette de son âge, à base de j'aime tous les animaux, je vois un animal, je veux le caresser, un gobelin, mais je suis sûr qu'il est pas si méchant que ça, je veux devenir ami avec lui, puis il y a une araignée, je veux aussi devenir une amie avec elle, et et ça fonctionne pas. Vous voyez, autant Spy Family, ça fonctionne parce que c'est con à dire, parce que c'est deux héroïnes qui sont à peu près dans le même. J'ai dit 3 ans tout à l'heure, elle a peut-être plus que ça, je sais plus, 5, 6, 7 ans. Mais c'est très très con d'avoir. Non, je sais pourquoi ça fonctionne. Enfin voilà, alors je mets les choses dans l'ordre. C'est très con d'avoir 2 personnages qui sont très petits et qui semblent beaucoup plus intelligents qu'elles ne devraient l'être, mais autant pour Spy Family ça fonctionne parce que Anya le fait de manière à ce que personne ne se rende compte qu'elle est intelligente, alors que là, elle fait des choses qui prouvent à tout le monde qu'elle est plus intelligente qu'elle ne devrait l'être pour son âge. Et ça fonctionne pas à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, mais c'est, je dirais, le principal problème que j'ai avec cet animé-là. Donc je vous le conseille pas du tout, personnellement. Celui-là, je suis un petit peu embêté, c'est le Makaine Too Many Losing Heroines, qu'on m'avait conseillé l'an dernier, que j'avais regardé, effectivement, j'ai bien aimé, mais je l'ai regardé en tout début d'année, ce qui fait que j'en garde un bon souvenir. J'en garde un bon souvenir, mais je me souviens quasiment plus de rien. Je me souviens que c'est comédie romantique, avec beaucoup trop d'héroïnes qui perdent, mais ça c'est la traduction littérale du nom de l'animé, donc forcément. Non, je me souviens qu'il y a un héros qui est au milieu un héros qu'on voit là qui est au milieu de plusieurs personnages féminins, alors, notamment l'héroïne principale, mais je me souviens des relations, mais je me souviens plus de quoi ça parlait en fait, c'est ça qui est problématique. Donc il y a l'héroïne un peu, je vais pas dire futile, mais presque tête en l'air, qui pense à elle, mais qui est pas méchante non plus. Il y a l'athlétique, il y a je sais plus quoi, je sais plus ce qui se passe. Il se passe des trucs, mais j'ai bien aimé. Vous êtes renseigné avec ça, je suis sûr, hein, n'est-ce pas? Je sais plus, je saurais plus trop
pourquoi vous dire pourquoi j'avais bien aimé? J'avais bien aimé parce que c'était marrant, et comme j'ai rien à dire dessus, ben, je vais passer au suivant. Et pour l'an prochain, je vais essayer de faire comme les animés, je ferai tous les 3 mois un morceau de vidéo, histoire de pas oublier la moitié des trucs que j'ai regardés en cours de route. Et alors lui, je veux pas trop rentrer dans le détail. Alors c'est un animé, Chainsaw Man, c'est un animé que j'avais commencé il y a, je sais plus, au moins 2 ans. Hein. Je l'ai en 2024, j'avais quasiment rien regardé. Je l'ai fini en 2025, et c'est un très bon animé. Hein. Chainsaw Man, techniquement c'est très impressionnant. Il y a plein d'idées visuelles, il y a plein d'idées au niveau de la... Enfin, même la musique colle parfaitement, le scénario est intéressant. Mais c'est un truc qui est relativement bourrin, et c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à plusieurs reprises, qui est que je regarde beaucoup d'animés pour me détendre, et les trucs avec des gens qui meurent, ça a vite tendance à me saouler, et dans Chainsaw Man, il y a quand même beaucoup de gens qui meurent. Parfois des personnages importants et qui meurent de manière un peu abrupte. Et c'est pas forcément un truc que j'ai envie de regarder en ce moment, donc j'ai mis très longtemps à finir la première saison. Il y a un film derrière, mais j'ai pas vu. Mais voilà, si vous aimez les trucs d'action, si vous aimez les trucs bourrins, les trucs où ça charcute pas mal, c'est clairement un truc à essayer. Hein. Donc là, j'en ai fini avec les animés, je vais passer au film. Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, le premier film dont je vais parler, c'est le Spy Family Movie Code White, que l'on n'avait pas pu voir au cinéma parce que... Ouais, parce que les films d'animation en français, j'ai pas envie, je préfère attendre que ça sorte en Blu-ray, ça coûte en plus moins cher un Blu-ray que de places de cinéma, quand t'as pas de réduction. Je veux dire, avec les horaires qu'on a, on peut pas aller régulièrement au cinéma, donc ça veut dire payer plein tarif à chaque fois, donc autant attendre le Blu-ray, au moins comme ça on est sûr de pouvoir regarder en japonais. Donc ça a été le cas pour le Spy Family Code White, on l'a regardé cette année, et c'était très bien. Alors il y a un truc qui est marrant entre guillemets, qui est que il y a encore quelques années, il y a une dizaine d'années, encore plus avant, on voyait tout de suite une énorme différence au niveau de l'animation entre des séries et des films prévus pour le cinéma. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus tout à fait le cas. Je ne vais pas dire complètement le cas, hein. C'est vrai, on sent quand même que dans les scènes d'action, notamment dans la scène finale de ce Spy Family, il y a du budget. Mais pour le reste, hein, les scènes un peu plus lambda, un peu plus classiques, il n'y a pas de grosse différence entre la série et le film. De quoi ça parle ici? On est sur... alors c'est le pitch de base, enfin oui, c'est le truc de base, à savoir Anya qui sait lire dans les pensées, Forger qui est un espion qui doit sauver son pays, et York qui est une tueuse à gages. Ça part d'un concours culinaire où ils doivent réaliser un plat, et pour le faire, ils vont devoir aller dans une autre région pour retrouver la recette. Et puis, ça va partir en sucette, voilà, je vous fais le pitch très rapidement. L'avantage, au moins, c'est que je pense que dans le manga, ça devait être genre une très grosse histoire, là, située au milieu de plusieurs petites histoires, et j'imagine qu'ils se sont dit, comme cette histoire est beaucoup plus grosse, on va en faire un film plutôt que le diviser en 5 ou 6 épisodes. Ça permet au moins d'avoir toute l'histoire d'un coup, et c'est très cool, c'est très cool. Si vous aimez l'animé Spy Family, vous devez voir le film d'animation, ça va sans dire. On a fait une petite séance de rattrapage sur des films de Makoto Shinkai qu'on n'avait pas encore vus, mais pas une séance de rattrapage complète, parce que tous les derniers films, ils sont encore sur l'étagère à attendre qu'on prenne le temps de les voir. Donc on a regardé enfin 5 cm per seconde, donc 5 cm par seconde, qui est un omnibus. C'est pas un omnibus, mais c'est un film composé de trois histoires séparées qui sont quand même, qui parlent quand même du même personnage, mais à différentes périodes de sa vie. Et que dire, hein, puisqu'on est sur du Makoto Shinkai, c'est magnifique, évidemment. Je vais pas dire partagé sur le scénario, mais les 3 histoires qui s'enchaînent, j'ai beaucoup aimé la première, et j'ai un peu moins aimé les secondes. La première est très touchante, alors c'est un garçon et une fille qui ont une relation à distance, et puis un beau jour ils décident de se voir, et le gars prend le train, mais sauf que c'est un jour où il y a
une immense tempête de neige, il est retardé, il sait pas si elle l'attend, et c'est très touchant, hein, la première partie est très touchante, et dans les 2 parties suivantes, le gars a grandi, ils se sont perdus de vue, et ça reste touchant, hein, c'est quelque chose... c'est une histoire qui est ancrée dans le réel, donc on peut s'y rattacher, et on peut s'y projeter. Donc ça reste quand même un très bon film, hein, je ne peux que vous le conseiller, mais je sais pas mon préféré, mais c'est très très bien quand même. Hein. Et le suivant, c'est Voyage vers Agartha. Je sais plus comment il s'appelle dans les autres langues, mais on s'en fout, Voyage vers Agartha, qui est un... c'est en gros, je dirais, Makoto Shinkai qui a vu toutes les œuvres du studio Ghibli et qui décide d'en faire un melting pot. Un mélange, un crossover. Non, pas un crossover, un mélange. Parce que on a un petit peu de Mononoke, on a un petit peu de Chihiro, on a du Nausicaa aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un garçon qui vient d'un autre monde et puis il va l'emmener dans l'autre monde qui est un monde... pas féerique, mais un monde fantastique, pardon, voilà, c'est le bon terme. Et il y a un méchant qui est pas vraiment un méchant, puis ils vont pas faire une partie du trajet ensemble. Et comme je vous le dis, hein, il y a vraiment beaucoup d'influence, mais c'est très joliment fait. J'ai envie de dire normal pour du Makoto Shinkai. Ça se laisse suivre avec bonheur d'un bout à l'autre. Donc pareil, celui-ci, conseillé également. Bon, alors il s'avère que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de lancer la caméra pendant que je parlais, donc là pendant quelques minutes, vous allez voir Yoshi à ma place, et vous allez entendre ma voix en voix off, vous inquiétez pas, c'est juste l'histoire, c'est juste le temps de 3 animés. Petite séance de rattrapage, puisqu'on s'est rendu compte dernièrement qu'on avait du retard dans les Ghibli. Alors je crois, et si je dis pas de bêtises, qu'on avait du retard, mais on avait... le dernier qu'on a vu, c'est le Souvenir de Marnie, qui lui est plus récent que Le Vent se lève, si je dis pas de conneries, mais à la rigueur on s'en fout. Le principal évidemment, c'est de regarder des Ghibli, et de rattraper son retard. Alors Le Vent se lève et ça raconte l'histoire d'un ingénieur japonais c'est celui qui a développé les zéros, les fantômes, ah merde, j'ai pas du nom. Les zéros, c'est bien ça, j'avais raison, c'est les zéros. Et donc le personnage en question, c'est Jiro Horikoshi, qui est un véritable personnage, un véritable ingénieur qui existait, mais par contre le film, enfin sa vie est largement romancée dans le film. Par exemple, sa femme dans le film est très très malade, alors que dans la vraie vie c'était pas le cas. C'est très joli, mais en même temps c'est du Ghibli. Et alors, j'ai envie de dire que c'est quelque part du Ghibli qui retourne à ses origines, hein, puisque sur certains points ça fait penser à du Porco Rosso. Et sur d'autres, pas du tout. Hein. C'était un petit peu casse-gueule, hein, parce que en gros, ça se passe. La majeure partie de l'histoire se passe au moment avant la Deuxième Guerre mondiale, et on a les Japonais et les Allemands qui sont en train de construire, littéralement, les armes qui vont, les engins qui vont servir durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le film arrive à ne pas insister là-dessus. Ça contourne un peu. Enfin, on parle d'avion, mais c'est le processus créatif, c'est tout ce qui est ingénierie qui est mis en avant, et pas le fait qu'ils sont en train de construire des armes qui vont servir à tuer des gens. Pour le reste, hein, on sent cet amour des machines, et en particulier des machines volantes, que l'on retrouvait notamment dans Porco Rosso, d'où le lien avec les deux, et encore plus avec le fait qu'il y a une partie assez onirique dans le scénario où le héros croise dans ses rêves un véritable créateur italien qui a véritablement existé. C'est ça, Porco Rosso, ça se passe en Italie. Donc il y a, je ne veux pas dire un parallèle entre les deux, mais des racines communes aux deux. Le film est relativement long, il me semble qu'il doit être pas loin des 2 heures, et 126 minutes, même plus, un peu plus que les 2 heures, et ça passe à une vitesse, hein, c'est passionnant. Le film retrace, je vais pas dire toute la vie du personnage, mais ça commence quand il est enfant jusqu'à ce qu'il développe le zéro. C'est assez large, mais on voit pas le temps passer, c'est génial. Vous me direz si vous l'avez vu et si vous l'avez aimé.
Alors je vais faire une petite déviation si je puis dire et je vais parler alors non pas d'un film d'animation, enfin si d'un film d'animation mais pas un film d'animation en animation traditionnelle mais en animation de synthèse et c'est pas un film japonais mais un film chinois et c'est Le Royaume des Abysses. Alors celui-ci c'est un petit peu un truc pris au hasard, hein. J'avais vu passer un tweet qui en parlait en bien, et comme madame est vraiment une grosse fan d'animation en images de synthèse, je me suis dit on va lui offrir et puis au final c'était une bonne surprise. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, donc enfin, ça fait longtemps qu'on l'a vu donc je vais peut-être dire des conneries mais c'est l'histoire d'une petite fille qui est avec sa famille sur un bateau, elle va tomber à la mer et puis elle va être recueillie par un bien étrange, un bien singulier capitaine de sous-marin. Alors c'est sous-marin, bateau, restaurant. Il y a beaucoup de Ghibli là-dedans, de très très forte inspiration du voyage de Chihiro, je dirais, entre autres. Mais le film a quand même son propre style, hein, c'est... on sent des influences, mais on n'a pas l'impression de regarder un copier-coller d'un film Ghibli. Et puis en plus, il y a le scénario est relativement bien ficelé avec des retournements de situation. L'animation a quelques très jolis moments, quelques fulgurances. Donc, si vous connaissez pas, c'est conseillé. Et on va passer aux animés que j'ai lâchés en cours de route, donc ça va être vite vu. Alors celui-ci, le premier ça a été une petite déception, c'est My Dear Friend Nokotan. Petite déception parce que j'en avais entendu parler pas mal sur internet, sur YouTube notamment. Ça avait l'air pas mal, alors ça avait l'air un peu con-con, hein, l'histoire c'est l'héroïne est une jeune fille qui a des bois sur la tête comme les cerfs, puisque c'est une fille cerf. Et puis c'est à peu près tout en fait parce que... l'humour est pas terrible. Je regardais 2-3 épisodes et ça part dans des délires qui sont con-con, mais la limite entre l'humour con-con qui me fait marrer et l'humour con-con que je trouve pas drôle, finalement, est assez fin. Et là, on est passé du côté de l'humour con-con que j'ai pas trouvé drôle. Ça semblait très forcé dans les blagues, donc non, tant pis. J'ai pas aimé, j'ai regardé quelques épisodes et j'ai dit tant pis. Et on va finir les animés, commencer pas terminer, avec la deuxième saison de Bofuri. Je suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense, un truc du genre. J'avais regardé la première saison, j'avais bien aimé, ça se laissait regarder sans être absolument exceptionnel, hein, c'est l'histoire, c'est incroyable, un isekai. Un isekai dans lequel c'est pareil, c'est un MMO dans lequel une jeune fille arrive et tout ce qu'elle fait c'est mettre tous ses points en défense, en défense, en défense, en défense, en défense, ce qui fait que personne ne peut lui faire des dégâts et puis elle va débloquer des techniques au fur et à mesure, de plus en plus impressionnantes, de plus en plus puissantes, etc. etc. La première saison ça passait parce qu'il y avait la découverte de l'univers, la découverte des autres personnages, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais au moins, ça se renouvelait au fur et à mesure. Le problème de la deuxième saison, c'est que ça ne se renouvelle pas. C'est juste, les personnages vont faire des trucs dans d'autres lieux. Alors, ils essayent d'un petit peu de développer ça en rajoutant un familier pour chaque personnage, une petite créature qui les accompagne, mais... je crois que j'ai regardé 3-4 épisodes, je me suis rendu compte que ça n'allait nulle part, donc j'ai dit, laisse tomber, on passe à la suite. Et justement, la suite, c'est les trucs en cours. Alors, on va commencer avec un qu'on m'avait conseillé au moins une fois, peut-être même plusieurs fois, l'année dernière, peut-être même l'année d'avant, je sais plus, au moins l'année dernière, c'est sûr et certain. C'est les carnets de l'apothicaire. Là aussi, c'est un seinen, alors on le regarde aussi avec madame. Je suis en train de chercher quel est le meilleur terme pour qualifier, parce que, encore une fois, un seinen, c'est juste l'âge à qui ça se destine, hein, c'est pas le style. Et là, c'est un drama, un petit côté romantique, un gros côté historique, puisqu'on suit les aventures de Mao Mao. Alors ça se passe dans la cité interdite, ou je sais pas quel siècle, hein.
15e, 16e, je sais plus, j'ai pas vérifié. Bah, c'est à cette époque-là en tout cas. Et Mao Mao, elle est, comme le dit le nom, apothicaire. Hein, c'est la fille d'un médecin, d'un ancien médecin, qui lui a appris plein de trucs. Et elle se retrouve là-bas, après avoir été enlevée, elle se retrouve dans la cité interdite. Et elle va, grâce à ses talents d'apothicaire, hein, qui lui permettent de connaître plein de choses sur tout ce qui est poison, mais également antidote, évidemment, les plantes, etc., etc. Elle va se retrouver tout d'abord comme goûteuse d'une concubine de l'empereur, et puis au fur et à mesure, elle va tomber elle va faire la rencontre d'un eunuque haut placé, puis les deux vont se rapprocher. Alors, lui, surtout, va se rapprocher d'elle, mais elle n'est pas attirée dans un premier temps, mais bon, hein, on se doute bien, hein, vu que les deux ont leur tête sur l'affiche, sur la couverture, que au bout d'un moment il se passera forcément quelque chose. Et c'est exceptionnel parce que alors je vous ai dit, hein, drame, romance, etc. Puis il y a aussi un côté enquête, hein, parce que grâce à ses connaissances, on va lui dire ah il s'est passé un truc bizarre, et puis elle dit attendez, là ça sent telle chose, ça veut dire qu'il y a tel produit qui a été utilisé pour faire tel truc, et c'est très cool, c'est vraiment très cool. Pour le moment, il y a 2 saisons de, je sais plus, 24 épisodes, un truc du genre. On est dans la dernière moitié, on est dans le dernier quart d'ailleurs de l'anime plutôt. C'est dommage, hein. C'est bien, c'est très bien, c'est incroyable. Hein. Peut-être deuxième meilleur animé de l'année après Dan Da Dan. Et on va finir sur ce qui est malheureusement mon plus grand regret de l'année 2025. C'est la saison 4 de Osomatsu-san. Alors, c'est très bizarre, hein, parce que je vous en parle dans les animés en cours, mais la saison 4 est annoncée comme contenant 13 épisodes. Il y en a 12 qui ont été diffusés. Le dernier a été diffusé, je crois, au mois de août ou septembre. Et théoriquement, le 13e arrive, mais on ne sait pas quand. Alors, est-ce qu'ils ont laissé tomber ou je ne sais pas quoi. Je suis embêté parce que sur ma liste, dans My Anime List, je ne peux pas la mettre à jour. Je ne peux pas dire j'ai terminé, hein, même si le 13e n'a pas l'air d'arriver. Parce qu'ils disent il y a 13 épisodes, d'accord, on attend le 13e. Et pour le reste, alors c'est pas ça qui me déçoit, c'est pas le fait que le 13e épisode n'ait pas été diffusé qui est ma déception. Ma déception, c'est le fait que j'adore Osomatsu-san. Les 3 premières saisons, grosso modo, les 2 premières saisons sont parmi les animés les plus drôles que je connaisse. La 3e saison se tenait encore plutôt pas mal. Et la 4e, on est content si on sourit durant les épisodes. Au lieu de faire des petites scénettes ou alors de deux petits épisodes dans chaque épisode, là ils sont partis sur des épisodes de 24 minutes qui racontent une seule histoire. Et on perd beaucoup de choses. Enfin, les épisodes racontent des histoires qui sont plutôt centrés sur ce qui se passe et moins sur les personnages. Mon chouchou, Jushimatsu, qui est le personnage le plus débile de la série, et là, on voit plus tellement sa débilité. Hein. Enfin, c'est très dommage. Alors, il y a encore quelques fulgurances, une fois ou deux, de temps en temps. Un passage très con qui fait marrer. Mais c'est plus comme avant, cette saison 4 est, à mon grand regret, très décevante. Voilà, c'est tout pour les animés. Si je devais faire un point, Dan Da Dan, excellent. Faut que je continue DDDD parce que ça m'a beaucoup plu, c'est vraiment spécial mais très intéressant. Demon Slayer, j'aimerais bien voir les films, mais ça on va attendre quelques temps. Et je suis très déçu d'avoir fini Konosuba. Je suis en manque, comme je vous le disais un peu plus tôt. Donc voilà. Et sinon, les carnets de l'apothicaire, incroyable, vraiment, une des meilleures découvertes de l'année. On va finir tout ça par un petit point manga, si vous le voulez bien, et même si vous voulez pas. Alors, tant qu'on est à parler des animés, écoutez, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez regardé, ce que vous me conseillez surtout. On verra bien s'il y a des trucs qui me parlent. Alors, j'ai beaucoup d'animés qui sont dans ma watchlist sur Crunchyroll, mais si vous me conseillez un truc qui est là-dedans, je vais dire ah tiens, celui-ci, je vais me pencher dessus. Alors au niveau des mangas, comme vous pouvez le voir, ça va être relativement vite vu. J'ai pas lu que ça, mais j'ai pas lu beaucoup de séries très différentes. On va commencer avec ça. J'ai enfin terminé Beastars.
De quand date la version, de quand date cette édition? 2022, voilà, 2022, et je l'ai fini en 2025. Bah oui, il faut pas être pressé. Au Beastar, qu'est-ce que c'est? C'est des animaux anthropomorphes. L'histoire est centrée sur Legoshi, qui est un loup qui tombe amoureux d'une lapine, qui manque de bouffer en tout début du manga, en tout début de l'histoire, mais finalement il va tomber amoureuse, et puis il y a plein de choses qui vont tourner autour. En gros, c'est une histoire de passage à l'âge adulte. Hein. Le héros démarre en étant un ado, il finit en étant un adulte. Hein. Oui, je viens de dire 2 fois la même chose, je suis d'accord. Et donc ça se déroule sur 22 volumes. Et je vous avoue que j'avais un petit peu peur de la fin, parce que je me souviens que Sir Red, il en avait parlé et il avait dit qu'il avait été déçu par la fin. Donc j'avais une petite crainte. Finalement non, j'ai bien aimé la fin. C'est une fin non, j'ai rien à lui reprocher. Alors si, il y a 2-3... Effectivement, le côté Beastars, qui est normalement un titre qui est donné à un animal, à un personnage dans le truc qui est en gros le héros de la ville. Et c'est vrai qu'il y a... Ça, on l'oublie un petit peu vers la fin. Il y a un personnage qui a l'air assez énigmatique, qui est présenté dans la deuxième moitié, puis finalement il n'en faut rien. Mais dans l'ensemble, en ce qui concerne Legoshi et j'ai perdu son nom, la lapine, Haru, il y a une conclusion par rapport à tout ça, donc j'avais un peu peur et puis finalement c'était plutôt pas mal. Et puis tant qu'à faire, j'ai enchaîné avec Sanda, qui est le dernier manga qu'elle a créé, elle, puisque c'est une autrice, hein, comment elle s'appelle? Paru Paru Itagaki. Donc Sanda, ça ressemble à Santa, et bah effectivement c'est le cas ici. Alors c'est un truc, ça a l'air encore assez barré, avec un jeune garçon et une jeune fille. La jeune fille commence par vouloir tuer le garçon, mais en fait, c'est parce que, alors ce monde, c'est un monde c'est une histoire qui se déroule dans le futur, où le Père Noël a disparu, où Noël n'existe plus. Enfin, c'est ce qui semblerait, parce qu'en fait, le Père Noël se trouve caché dans le jeune garçon. Pour le moment, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc je vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, mais c'est un truc où il y a pas mal d'action. La relation entre les personnages va être au cœur du scénario, forcément, et il y a ce côté un peu mystérieux, parce que pourquoi est-ce que le garçon peut se transformer en Père Noël, et c'est pas ton petit Père Noël avec le ventre bedonnant qui est tout gentil et tout mignon, non, là c'est ton Père Noël badass qui file des grosses torgnoles aux méchants. Donc ça a l'air encore une fois assez barré, et je suis assez curieux de savoir vers quoi ça va nous mener tout ça. Un que je devais lire depuis un bon bout de temps, c'est le Destination Terra. Destination Terra, c'est un truc qui est intéressant. Bon, c'est 3 gros volumes comme ça. L'histoire est complète en 3 volumes. C'est des volumes de, je sais pas moi, 400 pages à peu près. C'est assez intéressant parce que c'est une dessinatrice de shoujo qui fait une histoire de SF. Même si c'est un vieux manga des années 70 et on retrouve une esthétique qui est quelque part assez proche de ce qu'on pouvait trouver dans du Leiji Matsumoto, avec des décors, beaucoup de dessins à la règle. Hein, ça parle d'une civilisation futuriste, donc on oublie les arrondis, on oublie tout ce qui peut nous émouvoir ou quoi que ce soit. On est dans des trucs très droits, on doit rentrer dans le moule. Donc il y a plein de villes comme ça qui sont gigantesques et où tout sont des grands traits, etc. Mais en même temps, les personnages, on voit que c'est une dessinatrice de shoujo avec des personnages qui sont, on le voit ma foi, sur la couverture. Non, ça veut pas. Je vous mettrai des images, ça sera plus simple. Donc je vous disais, ça se voit d'une part sur les personnages qui sont très, je vais pas dire arrondis, mais bon voilà, c'est des personnages avec des grands yeux. On est d'accord que dans les mangas, les personnages ont toujours des grands yeux, mais dans les shoujo encore plus. Et l'humain, forcément, est mis au centre du récit. Alors ça se base très vaguement sur le mythe du peuple de Mu. C'est pas forcément ce que je connais le mieux, donc je vais pas rentrer dans le détail. En gros, pour faire simple, on a la race humaine d'un côté et on a des humains qui ne sont pas que des humains, et forcément, vu qu'ils sont différents, ils ont des pouvoirs.
ils vont se faire pourchasser par les vrais humains. En gros, c'est les, c'est les X-Men. J'ai quelques petits reproches à faire de temps en temps à la mise en scène qui n'est pas toujours très lisible, mais en même temps, c'est passionnant d'un bout à l'autre. Les personnages sont vraiment très détaillés. J'ai beaucoup aimé, et puis surtout, j'ai voulu lire le manga parce que j'avais découvert à la base l'animé. Au début des années 2000, il y avait eu un animé en 26 épisodes que j'avais vraiment énormément beaucoup aimé. C'est la même histoire, hein. Les 3 tomes sont contenus dans les 26 épisodes de la série, mais c'était très joli, il y avait une musique qui était magnifique. J'avais vraiment été marqué par cet animé. Quand j'ai vu que le manga originel sortait chez nous, et ben j'ai foncé dessus pour l'acheter. Par contre, j'ai mis un peu de temps avant de me mettre à le lire. Et parmi les nombreuses œuvres de Junjo Ito qui sont sorties en France cette année, non, même pas en France cette année, il y en a beaucoup qui sont sortis en France cette année, mais moi je rattrape mon retard avec ceux qui sont sortis il y a déjà quelques années. 2015, non, 2023, et je l'ai lu cette année, donc L'école des composés. C'est l'histoire d'un frère et de sa sœur. Alors, on les voit comme ça, ils ont l'air un peu bien sous tout rapport. Non, pas du tout. Le frère a l'air à peu près bien sous tout rapport, la sœur a l'air très spéciale. Et on voit jamais leurs parents, ou si on les voit, les parents sont bizarres. Et chaque chapitre, le frère et la sœur sont obligés de changer de lieu, de changer de lieu, parce que partout où ils passent, eh bien... les gens qui croisent leur route finissent, comment dirais-je, par fondre, ou par disparaître, ou par mourir, ou par devenir affreux. Ça raconte une histoire d'une fratrie déviante. Et évidemment, comme c'est souvent le cas avec l'auteur, eh ben, il n'y a pas forcément une fin heureuse, une fin... On est toujours dans des nuances de gris, en tout cas, avec l'auteur. Et le second que j'ai eu l'occasion de lire, c'est le Censor. Et le Censor, je l'ai trouvé passionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur quoi? Alors ça mélange pas mal de choses, hein. Ça part dans pas mal de directions. Kyoko Byakuya. Kyoko Byakuya. Je vais pas y arriver, hein. Kyoko Byakuya randonne seul au pied du mont Sengoku parmi des tourbillons de filaments volcaniques au reflet d'or quand elle fait une étrange rencontre. Un homme aux propos décousus semble l'attendre au détour d'un chemin et insiste pour qu'elle l'accompagne jusqu'à son village où les habitants vouent un culte à l'ancien dieu Amagami. Cette nuit-là, lorsque Kyoko lève les yeux vers le ciel avec les autres villageois, une nuée de fibres d'or envahit le firmament. Ce n'est que le premier incident d'une série terrifiante qui s'apprête à bouleverser le réel. Le monde tombera-t-il sous le joug de la mystérieuse Kyoko? C'est toujours très compliqué à décrire, mais ça part, je ne peux que vous le conseiller. Et j'en ai encore plein d'autres qui m'attendent dans la bibliothèque, donc je n'ai plus qu'à lire tout ça. C'est vrai que dernièrement, je me lance plus dans des grandes séries. Alors, j'ai pourtant plein de mangas à lire, hein. Je sais pas combien de tomes. J'ai plus le temps, depuis que je m'occupe de la chaîne, j'ai plus le temps de lire autant qu'avant. Donc, j'essaye plutôt de me concentrer en achetant des one-shots, hein. Au moins, je me lance dedans. Si j'arrive à lire un volume, je sais que j'ai fini, je peux passer à autre chose. Mais voilà, je suis un peu frustré de ne plus avoir autant de temps de lecture qu'avant. Mais voilà. Donc... pareil, je vous ai demandé ce que vous avez vu comme animé, n'hésitez pas à dire s'il y a des mangas sortis cette année que vous pouvez conseiller. Alors, pas forcément des one-shots, hein, éclairez-moi de votre culture. Autant il y a 20 ans en arrière, j'avais le temps de suivre l'actualité des animés et des mangas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et ça m'attriste grandement. Donc éclairez-moi de vos savoirs. Bref, voilà, c'était tout pour le bilan des animés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Et n'hésitez pas à en parler en commentaire. L'espace commentaire est là pour ça, bien évidemment. Donc je vous dis à l'année prochaine pour des nouveaux mangas et animés.